Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis avec Guillaume. Comment vas-tu? Très très bien. Très bien, très content de revenir avec toi discuter. Également. J'ai vu ta conférence, le hack, sur N8N. Je trouve ça très intéressant. Deux phases. La première, c'est comment l'idée d'aborder ce type de sujet-là émane ou émerge de votre côté. Et ensuite, on va aborder effectivement la recherche que vous avez faite sur N8N, qui est pas surprenante, mais qui est quand même intéressante à partager. Alors sur l'émergence, c'est pas forcément une réponse facile, parce que dans un premier temps, on pourrait se dire qu'on a juste eu de la chance, etc. Si on y réfléchit un peu, c'est pas mal d'éléments différents. Premier élément, on a nous, chez GuideGuardian, des collègues qui ont mis en place N8N. On a discuté avec l'équipe de sécurité interne, et donc un nouvel outil qui arrive, qui est adopté par tout un tas de collègues différents, qui n'ont pas forcément une culture sécurité, une culture informatique. Donc il y a des collègues du marketing qui automatisent, finance, etc. Donc forcément une petite interrogation. Ensuite, moi, ce qui m'a aussi mis la puce à l'oreille, c'est l'explosion du nombre de CVE sur la fin d'année 2025, et puis N8N qui rentre quand même dans la base KEF du CISA, donc activement exploité par des attaquants. Donc tout ça, ça fait comme un faisceau d'éléments qui intrigue, plus cette volonté aussi de s'intéresser à ce qu'on fait au quotidien aux ligues de secrets. Donc ça manipule des secrets massivement parce que c'est l'interconnexion de différents services, Goal Workspace, Notion, des systèmes de CRM comme HubSpot ou d'autres. Donc c'est un gros concentrateur de secrets. Et puis en regardant un petit peu les CVE, on s'aperçoit des motifs un peu récurrents qui ressemblent à des variants. Alors une première CVE sur un composant lié au SSH dans N8N, et puis un second dans SSH. Donc on a un peu l'impression que la sécurité, elle est gérée via les vulnérabilités qui sont remontées, et pas forcément sur long terme. Et donc pour ce type de sujet, si j'essaie de répondre plus généralement, il y a différents facteurs. L'environnement, l'écosystème qui va nous inspirer, cette volonté d'aller vers cette ligne de notre métier, de traiter des secrets. Et puis tout ça, on pourrait appeler ça du feeling, de l'intuition, du talent. Je pense que c'est surtout du travail. Avec Gaëtan, on a une carrière assez longue. Et à force de discuter avec la communauté, discuter avec des collègues, des copains, ces sujets ressortent. Et il y a finalement un dernier quand même truc important, c'est le coup de chance. C'est comment est-ce que ce sujet de recherche, on arrive à le présenter en conférence. Et là, pour moi, c'est là où il y a vraiment la chance. Je suis persuadé qu'il y a d'autres gens que nous, que moi, qui ont regardé N8N la sécurité. Il s'avère que c'était le bon moment de publier, on l'a peut-être fait un peu vite, et c'est vraiment là la chance. Je pense pas être le seul à m'intéresser à la sécurité de N8N. Sûrement, tu n'es pas le seul. Et c'est intéressant d'aborder parce que vous êtes quand même une compagnie de sécurité, en quelque sorte, et que vous avez adopté et d'amener de côté la facette recherche parce que vous tournez vers l'extérieur versus à l'intérieur de l'organisation où il y a des gens qui prennent en charge cette sécurité interne-là. Comment ce dialogue-là se fait dans votre cas où, parce que parce que ma compréhension, ce que tu fais, c'est de la recherche vers l'extérieur, principalement pour vos clients ou pour l'offre, et versus à l'interne. Puis ça m'intéresse parce qu'on voit généralement, surtout aux États-Unis, des échecs de compagnies de sécurité comme RSA il y a très longtemps, qui a laissé fuiter sa voûte de seed parce que le réseau était plat. Donc, de voir comment vous, cette liaison-là entre la recherche et l'interne se matérialise. Puis dans ce cas, N8N est un prétexte. On a la chance d'avoir quand même une société de taille encore humaine, donc on peut discuter avec nos collègues, on est encore dans la phase d'euphorie de croissance, et donc on discute toutes les semaines avec nos collègues de la sécurité, on leur parle de nos sujets de recherche, ils nous parlent de ce qu'ils déploient, on teste aussi parce qu'on est utilisateur, et sur N8N, on s'est tous très rapidement aperçu qu'il fallait avoir un avis d'expert sur qu'est-ce qu'on fait avec N8N, est-ce que le déploiement qui avait été initialement fait était bon. On s'est aperçu notamment qu'avec les versions gratuites de N8N, les secrets n'étaient pas stockés de la meilleure façon. On n'avait pas de Vault, par exemple, on ne pouvait pas le connecter à un Vault. Donc c'est des premières transformations qui ont été faites par nos collègues de la sécurité interne. Et après, on s'est intéressé vraiment à ces notions de node. C'est donc une entité de N8N qui peut prendre des actions. Et certains nodes, c'est du code. Ça peut être du Shell, du Python, du Node.js. Et on s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Et donc très rapidement, on a les uns et les autres creusé la doc. On s'est aperçu que ce qui est un premier déploiement facile à N8N avec une image Docker,
quand on regarde les petites lignes dans la documentation disent que c'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Donc on va parler d'external runner, donc les nœuds sont exécutés en dehors de l'instance N8N. La base de données N8N, c'est plus une base SQLite, c'est une base Postgre ailleurs. Il faut mettre les secrets dans un Vault. Donc tout ça, on arrive à un déploiement complexe. Et c'est des choses qu'on a construit petit à petit avec nos collègues à sécurité interne. Moi, j'ai beaucoup discuté avec un collègue qui s'appelle Mathis. Et sur les derniers slides de l'EHAC, finalement, tout ce que je présente en termes de durcissement et de variables de configuration à passer, c'est issu de ce que Mathis a pu mettre en place chez nous. C'est très intéressant, puis je trouve ça, cette collaboration-là, merveilleuse. Puis c'est une chance, dans le fond, de voir ce lien-là entre la recherche à l'intérieur et la sécurité interne qui permet justement d'amener ce dialogue-là qui est riche, qui est intéressant. Puis, vraiment, c'est prendre une chance de la nature de votre compagnie. Maintenant, si on bascule sur comment se comporte N8N dans l'absolu et comment, dans le fond, dans ton champ de recherche, qu'est-ce que tu as trouvé, comment tu as exploré cette bête-là? Il y a eu 3 phases. La première, on va dire, c'est le classique, le playbook classique de Gitgarian. On a beaucoup de données issues de notre produit d'analyse de GitHub et de Docker Hub, donc des données publiques. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est un secret d'authentification N8N? Il s'avère que c'est un token JWT. Est-ce qu'on est capable de trouver des marqueurs dans le token JWT qui nous permettent de dire cours sur N8N? C'est le cas. Et puis, est-ce qu'on est capable de le valider? Et donc là, très rapidement, on a construit sur le pipeline qu'on a et on a trouvé des couples de noms d'hôtes et de tokens JWT et qu'on a pu valider. Et ensuite, en les validant, c'est un petit peu toujours la même histoire de nos recherches. On s'est posé la question de à qui ça appartient et il faut faire du responsible disclosure. On a trouvé plein de choses. Donc à la fin, on avait 300 cibles sur l'exercice de avril 2025 à mars 2026. Et on a réussi à faire du disclosure à la fois auprès d'hébergeurs et à la fois auprès de sociétés privées. Et pour une fois, c'est quand même une belle success story, on a touché un bounty de 1 200 €, qui est un peu énorme. Et sans discussion, sans équivoque, il y avait cette société à laquelle on a fait le disclosure de ce token JWT, de N8N. Il avait un programme sur HackerOne, ils ont dit merci, ils ont fermé, ils ont traité, et on a reçu le bounty. Ça n'arrive jamais, c'est pour ça que c'est vraiment, je peux pas citer leur nom, mais ils ont été exemplaires et d'habitude, on nous ferme les cases, on dit c'est pas grave, c'est juste un leak et on s'en fiche. Et ça, c'était la première partie de la recherche, essayer de revenir sur notre cœur de métier, avec toujours aussi cette volonté de ce qu'on fait au niveau recherche, le mettre dans le produit. Donc hier, on ne savait pas regarder finement un token N8N, donc on a réussi à acquérir cette connaissance. Maintenant, on le sait le valider. Et en ce moment, c'est en train d'être intégré dans le produit. Peut-être demain, dans quelques releases, demain étant peut-être septembre-octobre, on aura dans le produit un système de détection des clés N8N et de validation. Donc tout ça pour aider nos clients. Et ensuite, il s'est posé plusieurs questions dans la recherche. Donc c'est les plusieurs phases. Il y a eu cette question de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'attaquant? Alors ça, c'est plutôt, ça vient un peu de ce qu'on disait tout à l'heure sur la sécurité interne. Qu'est-ce qui se passe si on a un token N8N qui appartient à GitGuardian qui leak? Qu'est-ce qu'un attaquant pourrait faire? Et donc on a regardé cet angle-là avec différentes choses. Qu'est-ce qui se passe si N8N est à jour? Et donc là, on a essayé d'observer des comportements limites de N8N. Donc il s'avère qu'on fait beaucoup de choses. On peut énumérer des utilisateurs. On peut dumper des données qui s'appellent les data tables, une espèce de base simili SQL mais interne de N8N. Et donc avec différentes techniques, on a réussi à faire sortir tout ça. On a trouvé des comportements plus limites ou des secrets bien typés, Notion, OpenAI, etc., qu'on pourrait penser être seulement disponibles sur OpenAI. On arrive à les faire fuiter avec une espèce de petite confusion au sein de N8N. Donc on a essayé de présenter tous les chemins d'attaque intéressants, certains qu'on a rapportés à N8N, ils nous ont pas répondu, on les ont dit que c'était pas grave. Et puis après, il y a aussi cette partie, qu'est-ce qui se passe quand on a un N8N qui n'est pas à jour? Et en général, un N8N pas à jour est plein de CVE. Et donc on s'est amusé, on a pris un exemple et on a essayé de l'exploiter avec comme intérêt d'aller faire fuiter 2 informations d'un N8N, qui est cette base de données SQLite, et puis une clé de déchiffrement qui permet de déchiffrer les secrets. Donc c'était les phases, les 2 premières phases qui sont très orientées sécurité interne. Oui, et de ces jetons-là, puis tu as mentionné qu'on s'en retrouve sur GitHub essentiellement. De ces jetons-là, c'est-tu juste le jeton qui permet de déchiffrer le secret ou ça va jusqu'à contenir les jetons avec les clés des autres services comme tu parlais, Google Workspace, Notion ou... Alors il y a
plusieurs choses. Il y a ce secret qui s'appelle le N8N API Key, qui est vraiment ce token JWT pour s'authentifier sur l'API de N8N. On a aussi en interne ce qui s'appelle le Encryption Key, qui est un secret qui va servir à beaucoup de choses, et notamment à protéger les credentials. Encore une fois, je reprends les mêmes exemples, Notion, OpenAI, qui ne sont pas stockés en clair, qui vont être stockés chiffrés. Et cette Encryption Key, ça qui permet de stocker les secrets. On envoie quelques leaks d'Encryption Key. On a fait quelques mesures. On est capable de savoir si l'Encryption Key leaké est valide sur l'instance. Mais ça, c'est presque anecdotique par rapport au nombre d'API keys. Et une fois que vous trouvez les API keys en question, vous êtes capable de remonter vers les instances auxquelles ils sont propriétaires, Oui, alors des techniques assez classiques de DOSName qui nous permettent de savoir, par exemple dans le cas d'hébergement, est-ce que c'est hébergé chez N8N, est-ce que c'est hébergé chez d'autres opérateurs. Il y a de plus en plus de sociétés d'hébergement qui proposent du N8N hébergé chez eux. Alors, la même mode qu'il y a des webmails, à la même mode qu'il y avait des serveurs Plex. Maintenant, il y a aussi des serveurs N8N. Donc, c'est aussi pour montrer l'évolution de l'écosystème. Donc, vous ne déployez pas chez vous déployez chez un opérateur. Donc, on a pu en identifier 3, leur faire les signalements. Et sinon, technique classique basée sur le nom de domaine. On regarde différentes informations. Il y a quelque chose qu'on peut faire en plus. Il y a un endpoint d'API qui permet de lister les utilisateurs et qui permet, dans certains cas, d'avoir des informations non pas personnelles, ça ne nous intéresse pas du tout, sur les noms de domaine. Et donc, dans certains cas, on a pu identifier les sociétés grâce aux adresses email et à le @société.com qui nous permet de dire c'est eux et on va leur faire le signalement. De ce que vous avez trouvé, puis là, il peut y avoir les clés disponibles sur GitHub, mais dans la plupart des cas, est-ce que vous avez réussi à trouver les endpoints affichés sur Internet ouverts ou vous avez frappé des cas où c'est juste le API key sans avoir de endpoint qui était lié ou vous n'avez pas testé? Il y en a 300 quelques qui étaient valides. Donc en fait, on a appelé un endpoint juste pour valider l'authentification sans récupérer de données. L'idée, c'est juste d'avoir un code 200 ou 400 en HTTP. Et donc on a trouvé 300 de valides de ces API keys valides. Pour les opérateurs qui vous avez fait les signalements et qui ont fait les modifications, est-ce qu'ils ont modifié des configurations de N8N ou sont allés à modifier le fonctionnement de N8N? Parce que N8N, c'était quand même une passoire dans sa globalité. Là. Moi, j'ai pas du tout eu de retour là-dessus. On a eu très peu de retours, comme dans la plupart de nos disclosures. Moi, je pense que un bon déploiement d'N8N, c'est un déploiement qui est cloisonné. C'est-à-dire qu'N8N, c'est une technologie qui est aujourd'hui assez fragile, qui reste très utile pour plein de populations en entreprise, mais ça reste un objet fragile, donc il faut l'isoler, ne pas l'exposer à Internet, mettre ça derrière éventuellement des mécanismes d'authentification un peu forts, mais en aucun cas il faut le laisser publiquement exposé sur Internet. La genèse de l'apparition de N8N dans le CAF du CISA, c'était qu'il y avait des RCE qui étaient possibles en pré-haute, avec une connaissance pas forcément uniquement de l'URL de N8N, mais ce qu'on appelle un webhook, qui a une valeur aléatoire, un UUID. Mais néanmoins, quand on scrolle un peu Internet, il y a tout un tas de sociétés qui vont utiliser par exemple un webhook N8N pour permettre aux utilisateurs ou futurs clients de s'inscrire à une newsletter. Donc typiquement, vous avez un site web, en bas à droite, vous mettez votre email, vous cliquez sur je veux aller dans la newsletter, et souvent, maintenant, c'est des N8N, parce que ça a une facilité pour les équipes marketing, ils sont autonomes. Ils consomment l'email depuis le webhook, ils l'insèrent éventuellement dans base de données, dans le CRM, ensuite tout ça va s'enregistrer, et plus va avoir un flow complet et natif. Il n'y a pas besoin de consulter les équipes d'engineering, les développeurs pour aller implémenter la feature. Et donc c'est vraiment ça qu'amène N8N, et c'est aussi ce qui explique que pourquoi il ne faut pas que ce soit exposé publiquement. Parce que qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui ne connaît pas une requête SQL de, par construction, écrire une requête SQL qui va être exploitable par une injection. L'injection, c'est votre webhook, ce qui pense être une adresse email. Donc toutes ces questions de requêtes SQL stockées, toutes ces notions de validation du format d'entrée, ce ne sont pas des choses qui sont naturelles pour des non-informaticiens, on va dire. Et N8N ne propose pas des briques de nettoyage. Je vous dis pas, il n'y a pas un truc qui vous dit cette donnée-là, c'est un email. En fait, moi, ça ne m'intéresse pas comme tu l'implémentes, mais ce que je veux que tu m'envoies, c'est une adresse email. Si c'est pas une adresse email, tu le jettes. Et ça, ils n'ont pas encore ces briques de nettoyage. C'est grave de mettre dans les mains, mais c'est le même problème que le vibe coding, de mettre dans les mains de gens non connaissants
ce type de technologie-là qui est un peu trop fort sans la connaissance minimale qui est inhérente. Puis même les informaticiens n'ont pas tous cette connaissance-là aussi. Là, mais déjà, ils sont déjà plus ouverts à ça. Donc, moi, je trouve ça fascinant là, de mettre, dans le fond, d'armer les gens sans leur donner les cours nécessaires pour être manipulés des outils aussi puissants que ça. Là. Alors moi, j'ai pas la même idée. Je trouve que c'est très bien. Le concept est super, mais il y a quelque part un mensonge. C'est justement de dire à des gens, vous ne connaissez pas, vous avez envie d'automatiser, vous pouvez le faire avec N8N, mais là où c'est mensonger, c'est que on les accompagne pas dans tout le cycle de vie de développement d'un logiciel, y compris la sécurité et la protection. Et pour moi, c'est mensonger. C'est-à-dire que ça marche bien, c'est efficace, mais il manque une certaine partie du concept du développement logiciel. Ça peut être complètement abstrait. Et c'est pour ça mon exemple d'email, c'est ça. Hein. Mon Webhook prend une email, ben vous rajoutez une boîte, un fameux nœud N8N, pourquoi pas, qui vous assure que c'est un email. Et il n'y a pas de complexité. Il faudrait que ce soit fait, il faudrait que N8N le force, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas arriver sur un logiciel d'automatisation de workflow comme ça, qui serait conçu pour accompagner les utilisateurs assez naturellement, de façon transparente, sur la protection de ce qui se passe. Je suis d'accord avec cet énoncé. Par ailleurs, mon expérience me démontre que ça ne se fait malheureusement pas autre que quand il y a des grands scandales qui obligent les compagnies. Puis de toute façon, tu l'as mentionné que N8N a été un peu une certaine désinvolture par rapport à vos signalements. Donc, on voit que c'est pas nécessairement une priorité très élevée pour eux d'arriver avec un outil, un peu comme OpenClaw l'a été d'ailleurs aussi, là, un peu dans le même élément de réflexion. Si on revient plus sur votre recherche sur N8N, à part de trouver ces éléments, y a-t-il d'autres éléments que vous avez creusés? Ben, les signalements qu'on a pu faire auprès de N8N, ça vient d'une volonté de ma part de me familiariser avec des LLM pour faire la recherche de vulnérabilité. Donc je suis pas quelqu'un qui maîtrise plus que ça le Node, qui a plus que ça rentrer dans le logiciel de la taille de N8N. Donc j'ai commencé à regarder des choses, donc assez naturellement m'intéresser au système d'authentification, aux mécanismes de dérivation de clés, de cryptographique. Et ils font des trucs qui sont complètement improbables. Ils font de la dérivation de clés en prenant un octet sur deux de l'encryption key et en la passant dans un algorithme de hash. Personne ne fait ça. Et puis du coup, je me suis amusé à lancer Claude et puis d'autres modèles pour m'aider à avancer là-dedans. Et ce que je disais finalement en conclusion de le hack, c'est que je pense que c'est une excellente cible pour s'amuser avec ces technologies-là. Il y a beaucoup de CV aujourd'hui qui sont des variants des CV qui ont été publiés plusieurs semaines avant. Donc ça, vous pouvez pointer un LLM en disant j'ai vu ça, est-ce que tu peux regarder si tu vois des variants. Ça vous permet de faire des tris de code source. Et les CVE, même si elles ne sont pas documentées, ce que je conseille aussi, c'est par exemple, comme il y a plein d'images Docker, vous pouvez aller récupérer la version vulnérable, vous pouvez demander à Claude de vous écrire un POC. Et moi, je me suis beaucoup amusé avec N8N. Il y a énormément de vulnérabilités, énormément de choses qui sont écrites de façon bizarre, et c'est un bon moment d'interagir avec un LLM. Au bout d'un moment, moi, mon Claude avait appris des choses. Et puis matin, je suis allé courir, j'ai eu une idée, je me suis dit tiens, il y a un truc qu'on n'a pas fait, donc j'ai dit à Claude tiens, écris-moi un petit bout de code, et puis il m'a dit ah bah ça marche, et puis après je lui ai dit écris-moi un slide, et puis il m'a fait un template de slide. Et ça même, tout à l'heure tu posais la question de comment on arrive sur des idées, pourquoi, il y a aussi cette idée d'exécution, et maintenant avec des modèles comme ça, on peut passer de cette idée en courant à finalement quand tu sors de ta douche, tu as un slide. Alors je caricature, c'est pas si rapide, et puis je ne montre pas des slides qui ont été générés par un LM, je vérifie que les données sont bonnes, mais il y a quand même une facilité de se tromper, de tester des choses, et au niveau recherche, c'est super. D'avoir un terrain de jeu qui permet ça, puis c'est effectivement tout vers la fin, c'est très intéressant. On va conclure là-dessus. Merci énormément pour ce partage. J'espère que ça va inspirer d'autres personnes aussi de faire de la recherche parce que c'est un excellent terrain de jeu. Malheureusement, c'est un bon terrain de jeu, mais ça va permettre aux gens justement d'aller confirmer leurs choses et pas juste d'aller à l'aveugle. Fait que merci énormément pour ce partage. C'est super intéressant. Merci.